Donc, M. Égide Royer, Mme Brigitte Dubé et M. Pierre Gagnon. Je vais aller présenter très brièvement, puis ensuite, ils vont nous faire une allocution d'ouverture pour ce premier panel. Donc, M. Égide Royer, juste à côté de moi, a fondé en 1994 le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, a été le représentant canadien au comité exécutif du Council for Children with Behavior Disorders de 1996 à 1998. Il est actuellement membre, entre autres, de l'American Psychological Association et de la Social, Emotional and Behavioral Difficulties Association en Grande-Bretagne. Égide Royer est membre du comité scientifique de l'Observatoire international de la violence scolaire et co-directeur de l'Observatoire canadien sur la prévention de la violence à l'école. Il travaille actuellement plus particulièrement sur la question de la prévention de l'échec et de l'abandon scolaire, l'intervention en classe pour prévenir les problèmes de comportement, ainsi que sur la réussite scolaire des garçons en difficulté. Par la suite, nous aurons le plaisir d'entendre Mme Brigitte Dubé, qui est porte-parole et membre fondatrice de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers. Cette coalition est née en mai 2015 sous l'impulsion de quelques mamans d'enfants autistes qui, de par leur vécu et compte tenu de tous les témoignages qu'on peut lire sur les forums dédiés aux parents d'enfants autistes, ont décidé qu'il fallait agir, qu'il fallait se donner une voix commune contre les effets des compressions budgétaires dans le quotidien de milliers de familles d'enfants à besoins particuliers, tout diagnostic confondu. Et nous aurons M. Pierre Gagnon, qui, à Montréal, depuis 2002, a enseigné dans plusieurs écoles de la CSDM, surtout au 3e cycle. Il a pris une année sabbatique en 2015-2016 afin de donner de la formation sur Challenge You, expérience très formatrice où il a découvert des pédagogues passionnés de partout au Québec. Il a créé une fondation pour son école, participé au Festival de robotique où il a obtenu avec son équipe un billet pour aller à la grande finale à Saint-Louis en avril 2014, organisé des spectacles de fin d'année, fondateur des USPPP, il nous expliquera ce que c'est, organise des voyages à Québec avec ses élèves, bref, un professeur qui, au jour le jour, est très, très dynamique avec ses élèves. Nous sommes très heureux d'avoir M. Royer, Mme Dubé, M. Gagnon. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Royer pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messieurs, dames, on va parler d'éducation. Peut-être certaines données qui sont peut-être plus difficiles à voir, un peu dans la continuité de l'impact que vous venez de signaler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait relativement quoi faire pour améliorer la situation de la réussite scolaire au Québec. Et d'entrée de jeu, 2 chiffres. Et parce que ma contribution va porter à 2 niveaux, on va reparler de jeunes en difficulté tout à l'heure. Le taux de décrochage annuel au Québec, globalement, est de 16 %. Mais chez les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, c'est 47 %. Juste pour finir de mettre la table, on consacre environ 2 milliards par année pour les jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou de comportement. Mais c'est sensiblement les 2 chiffres avec lesquels on va travailler. Question de faire image, pour se démêler ou mieux comprendre c'est quoi la situation de la réussite scolaire au Québec. Imaginez que c'est une boussole. On essaie de se retrouver, d'apprendre nos orientations, de prendre nos balises, de être capable de mieux comprendre. La première chose qu'il faut saisir, c'est qu'il y a une différence entre les gars et les filles au niveau de la réussite scolaire au Québec. L'écart, si vous avez dans un milieu X, si vous avez 65 % qui est le taux de réussite des gars, rajoutez toujours 10 à 12 % pour avoir celui des filles. Je vous rappelle qu'au Québec, présentement, l'espérance d'avoir un bac à l'université est de 25 % pour les gars, 41 % pour les filles. Et je pourrais vous donner l'ensemble des statistiques qu'on a là-dessus. Le deuxième élément de la boussole, il y a un écart de réussite au Québec entre les anglophones et les francophones. Encore là, vous avez un ordre de grandeur de 10 %. Il y a un écart de réussite entre les écoles privées et publiques à vocation ou à projet particulier et les autres écoles publiques. Là, vous avez des taux qui vont atteindre de 20, 25 et même 30 % si je regarde ce qui se passe au niveau des gars. Et le quatrième élément, il y a un écart important de réussite entre les élèves en difficulté et ceux qui n'ont pas de difficulté. C'est environ 45 % de taux de diplomation des élèves en difficulté. Vous avez environ 70 % 72 % pour les autres. Ça, c'est ma boussole de la réussite scolaire, si on peut s'exprimer ici. J'ai fait un certain nombre de recommandations récemment en commission parlementaire. Les recommandations que j'ai faites à ce moment-là, il y en a 4 ici, la 5e viendra en deuxième partie,
porte sur ce qu'on connaît des systèmes éducatifs au 21e siècle qui ont amélioré et qui ont un taux de réussite important de leurs jeunes. Ce que ces systèmes éducatifs-là ont fait, puis c'est le sens de mes recommandations, ils ont cessé d'improviser en éducation. Ils ont fini par comprendre, ou ils ont saisi rapidement que c'est beaucoup plus facile de bâtir des enfants forts que de réparer des adultes brisés. La troisième chose, c'est que la qualité d'un système éducatif peut difficilement être supérieure à celle de ses enseignants. La quatrième chose est qu'une société doit exprimer des attentes claires quant à l'importance de l'éducation et au niveau de réussite attendu de l'ensemble de ces jeunes. Et c'est ce que je m'en vais reprendre brièvement. Au Québec, on attrape en éducation les mythes comme on attrape le rhume. Il y a un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises à partir carrément de mythes. Je vous laisse aller je vous laisse de côté les visuels et les auditifs et autres choses du genre. Je laisse de côté le fait que nous ne développons que 10 % de notre cerveau et le rôle de l'école de développer les pourcentages qui restent. Mais vous en avez sur lesquels on a investi énormément, comme le fait que plus il y aura d'adultes dans une école, plus les jeunes vont réussir. Moins il y aura d'élèves dans une classe, plus les jeunes vont réussir. Ce qui n'est pas nécessairement vrai comme mesure d'ensemble. Regardez, au niveau des pratiques exemplaires là, puis des données probantes, là, il y a un programme, par exemple, qui s'appelle First Step, premier pas. Programme pour des jeunes qui présentent des difficultés graves de comportement en maternelle. Le taux de succès du programme, c'est 80 %. 80 % de ces jeunes-là reviennent avec un comportement, des manières de faire, comme la moyenne des enfants de maternelle. Ça, c'est une donnée probante, le 80 %. Le programme est une pratique exemplaire. On a des problèmes d'éthique quand on connaît des choses comme ça et qui ne sont pas appliquées, compte tenu de ce qui arrive à ces jeunes-là par la suite. La deuxième action, 1 gramme de prévention vaudra toujours 1 kilo d'intervention. Les systèmes éducatifs les meilleurs interviennent tôt. Ça implique qu'auprès des jeunes de 3 à 5 ans, il y a un dépistage ou une intervention précoce qui va se faire le plus rapidement possible et que la question de la transition des services de garde, de la garderie ou de la maternelle vers la première année est quelque chose qui est véritablement, sur lequel on porte beaucoup d'attention. Ça implique, au Québec, qu'il va falloir se préoccuper de ce qui se passe dans les garderies au niveau des interventions précoces et ça implique ce qu'on va voir aussi au niveau de la probabilité ou la pertinence d'une maternelle 4 ans. Rapidement, il y a un algorithme au niveau de la réussite scolaire. Regardez ce qu'on peut voir ici. Le jeune qui a des bonnes habiletés en lecture ou qui a appris le sens, les phonèmes ou les lettres au niveau de la maternelle, suit les consignes des adultes, n'a pas de problème de comportement, habileté en mathématiques, numératie, est capable de compléter habituellement le jeu ou la tâche de l'entreprise, est véritablement sensibilisé ou commence à utiliser les technologies numériques. On peut évaluer chacun des jeunes en maternelle et au niveau du primaire pour être capable de déterminer rapidement qui a besoin d'aide. Je ne vous dis pas de faire une évaluation systématique de tous les jeunes, mais si vous avez Steve m'inquiète ou Marie m'inquiète, ce type d'échelle-là vous permet de voir un peu c'est quoi les éléments les plus importants sur lesquels il faut porter une attention. Troisième action, il faut rechercher et valoriser l'excellence en éducation. C'est un métier complexe, en plus d'être noble, et c'est un métier sur lequel les intervenants influencent plus qu'une génération. Quand vous permettez cette petite fille-là de 6, 7, 8 ans, qui venait d'un milieu peut-être plus difficile, de compléter son primaire, d'aller au secondaire et de réussir, qu'est-ce qu'elle va vouloir pour ses propres enfants, à elle? Elle va vouloir la même chose. Il va falloir se rentrer dans la tête que les enseignants influencent plus qu'une génération lorsqu'ils interviennent avec des jeunes. Ils influencent la génération que ces jeunes-là eux-mêmes vont avoir par la suite comme enfants. Donc, il faut absolument mettre le cap sur l'excellence académique au niveau de ceux qu'on attire vers l'enseignement. Le dernier tiers de ceux qu'on admet en faculté d'éducation, je l'ai dit à plusieurs reprises, ont des cotes R ou une qualité de langue et une qualité d'utilisation du français qui est telle qu'il y aurait peut-être eu beaucoup de difficultés à être admis dans d'autres facultés. Et ça implique aussi qu'au niveau des enseignants, je vais revenir dessus tout à l'heure, présentement, tout le monde, pour les jeunes en difficulté, peut ouvrir un petit bureau marqué orthopédagogue sur son bureau et il va pouvoir pratiquer. Il va falloir, pour la protection du public, entre autres, qu'en ce qui concerne les orthopédagogues et les enseignants, il y ait création d'un ordre professionnel. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais en plus, pour les orthopédagogues, vous avez des jeunes qui travaillent carrément, ou des individus qui travaillent carrément en privé là-dessus, et c'est un titre qui n'est pas protégé. Or, avec les problèmes de lecture qu'on a au Québec, ça devient absolument essentiel.
Quatrième action, exprimer des attentes plus élevées. Il y a un facteur important pour favoriser la persévérance. Il y a une vingtaine d'États américains. Il y a entre autres l'Ontario, puis entre autres le Nouveau-Brunswick. On doit communiquer à l'ensemble des jeunes, on doit communiquer comme société que l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans pour l'obtention d'un des diplômes. Savez-vous qu'au Québec, il y a 3 décrocheurs sur 10 qui sont en 5e secondaire? Il ne manque qu'une exigence ou 2 exigences pour compléter leur 5e secondaire. Là, je ne parle uniquement de ceux qui sont en 5e secondaire. Ce n'est pas l'idée de garder des jeunes de force à l'école, c'est l'idée de sortir les jeunes de 16, 17, 18 ans de l'éducation des adultes et de les ramener à l'école secondaire, parce que les centres d'éducation des adultes au Québec sont très majoritairement fréquentés par des jeunes de 16, 17, 18 ans. L'autre élément, c'est d'être en mesure quand même de permettre aux jeunes d'exprimer cette attente-là, sachant que tout jeune peut demander une dérogation. Mais ce n'est pas lui qui va le demander comme enfant mineur ou comme mineur, c'est que moi, comme parent, si mon fils veut quitter l'école à 17 ans, je dois demander l'autorisation, une dérogation à une autorité pour être capable de lui permettre. Et dans ce cadre-là, il faut absolument qu'en termes de sérieux au Québec, au niveau de l'éducation, on puisse au moins tracer cette ligne-là. Dans bien des cas, c'est le genre de petite poussée qu'un certain nombre de jeunes ont besoin, et ça fait œuvre de symbole aussi par rapport à l'importance qu'on se doit de donner en éducation au Québec. Et je conclus en disant qu'il y a des milieux scolaires qui ont déjà atteint les taux de réussite de 85 en termes de diplomation, et que les écarts, on commence à avoir des écarts importants, entre autres, entre les commissions scolaires anglophones et francophones au Québec par rapport à cette situation-là. Et l'écart avec l'Ontario est vraiment gênant présentement au niveau des taux de diplomation. Je conclue. Merci. Bravo, merci.